Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous vous emportons cette fois-ci dans la Bourgogne hivernale. Une deuxième vidéo couvrira la Champagne. La météo nous sourit à Mâcon, nous explorons la ville à vélo. Cluny est incontournable et le site est bien mis en valeur. Les hospices de Beaune sont belles même par journée brumeuse. L'abbaye de Fontenay nous surprend par son harmonie. La fosse Diane à Tonnerre vaut vraiment le détour. Nous partons souvent pour Noël et la Nouvel An. En général, c'est pour le sud de l'Italie ou la Côte d'Azur. Cette fois-ci, nous partons du Tyrol vers l'ouest. On traverse d'abord la Suisse d'est en ouest, nous voilà sous les Kurfürsten. Nous marquons un arrêt au lac de Wallenstad. Alex avait l'idée de prendre un bain ici, mais le vent rend l'effet de froid encore plus intense. Nous continuons donc, on passe Zurich, puis le soleil hivernal commence à se coucher. Les conditions de route sont idéales, on avait ici déjà galéré sur le verglas. Les lumières du ciel sont impressionnantes. Mais bien sûr, les journées hivernales sont courtes, on est ici le 23 décembre 2023 vers 17 h. Notre but est Berne, nous rendons visite à des amis et nous y passerons aussi notre première nuit en voyage. Le matin du 24 décembre 2023 est froid, mais le ciel est bleu. On agrémente la route avec un arrêt au bord du lac Léman à Morges. L'eau est plus calme, mais les aménagements de baignade hivernale manquent. Alex reste donc encore au sec. On pourrait identifier plein de montagnes ici, mais nous n'avons pas l'esprit à ça. Nous avançons jusqu'au petit port de Plaisance, cette mer avec les montagnes enneigées au fond nous impressionnera toujours. Nous quittons la Suisse par le site du Cerne, nous sommes surpris du manque total de contrôle frontalier. Bien que l'on soit alors en France, le réseau téléphonique reste longtemps encore suisse, André ne fait pas attention et se fait débiter une trentaine d'euros parce que l'itinérance unifiée n'existe pas en Suisse. Nous nous arrêtons à Saint-Germain-de-Joux en Valserine. C'est à peu de distance de la frontière. Il y a ici des marmites de géants creusées par la rivière et les rochers qu'elle charrie. En été, il y a ici des beaux bassins d'eau fraîche, mais calmes. En décembre, l'eau dévale en grande quantité et on a de la peine à reconnaître les bassins dans la roche. Cette force de l'eau du Combay était aussi utilisée pour l'ancienne scierie Thévenin qui fonctionnait jusqu'à dans les années 1950. Il en reste des équipements le long du cours d'eau. Plus bas, dans la vallée principale de la Serine, l'humidité semble permanente. Des marmites similaires se sont formées dans le lit du torrent. Ici encore, plein d'eau, aucun bassin calme. Encore un lieu de baignade potentiel, mais trop dangereux dans ces conditions. Notre lieu pour la veille de Noël est dans les vignes bourguignonnes sous le rocher de Vergisson. On mange notre raclette traditionnelle avec du vin local. Le soleil est présent le matin du 25 décembre 2023. Il fait quelques degrés au-dessus de zéro. Les vignes sont au repos hivernal et pas encore taillées ici. La hauteur du rocher permet de voir que les vignes se trouvent en Bourgogne aussi dans les vallées des contreforts à l'ouest. En tournant, nous nous rendons compte qu'il y a un petit vent méchant qui souffle. Le 25 décembre 2023, nous visitons Mâcon. La ville s'étend sur la rive occidentale de la Saône, nous garons notre trafic de l'autre côté à Saint-Laurent-sur-Saône et on prend nos vélos pour rejoindre le centre-ville par le pont Saint-Laurent. La voie cyclable fait cruellement défaut ici. La peinture au sol autoriserait de rouler sur la route, mais cela n'est pas très sûr. Nous sommes heureux du calme qui règne à cause du jour férié. Notre trafic aménagé n'est pas bien grand, mais avec les vélos, on peut éviter les parkings payants souvent très chers dans les centres des villes. Ici on a le droit de rouler à vélo. Mais plus ici,
on continue quand même. On vise quelques sites originaux comme la maison dite de bois, construite entre 1490 et 1510. C'est certainement la plus ancienne maison de la ville. L'hôtel des Postes, construit entre 1911 et 1914, était destiné à l'origine à la ville d'Alger. Les plans n'ont pas été modifiés, ce qui explique que le style soit plus oriental que bourguignon. La cathédrale Vieux Saint-Vincent date du XIe siècle. Elle était une ruine à la Révolution et n'a pas été relevée depuis. Les ouvertures béantes sont fermées par des miroirs et des grandes vitres. Nos vélos s'y reflètent. Aucun café n'est ouvert et il nous reste de la route. On retourne donc à la voiture après 1 heure de visite. La Saône forme aussi la frontière entre les départements de l'Ain et de Saône-et-Loire avec Mâcon en face. Sur la rive de Saint-Laurent-sur-Saône, il y a un semblant de piste cyclable. Mais bon, cela n'est pas très bien aménagé si on veut continuer au bord de la Saône. Il faut traverser le croisement de manière complètement contraire au code de la route. Nous n'avons aucune idée comment passer ici par forte affluence. Il est 13h30 et il n'y a quasiment pas de promeneurs. Nous pouvons donc rouler tranquillement sur le trottoir. Le trottoir serait-il la piste cyclable? On ne sait pas. Il serait bien de s'asseoir ici au soleil, mais l'exercice du vélo nous réchauffe et on aurait sans doute froid en restant immobile trop longtemps. De plus, tout est fermé. Nous devons dévier du bord de la Saône pour rejoindre le parking. On passe d'abord l'église de Saint-Laurent, reconstruite en 1853 sur l'emplacement de l'ancien lieu de culte détruit par un incendie en 1804. Derrière suit une multitude d'immeubles au charme très limité. Saint-Laurent-sur-Saône semble être la ville dortoir de Mâcon. Droit devant notre trafic garé sur la place Camille Pissarro. Ce parking est aussi idéal pour les visites lors de jours ouvrables. La distance vers le centre-ville de Mâcon est d'1 kilomètre, il faut moins de 10 minutes en vélo. Nous arrivons au bord de la Saône au port de Vésines. C'est plutôt juste un quai et la crue hivernale rend la berge et la route d'accès très humide. L'arrière-pays est aussi inondé. Les peupliers se reflètent dans cette eau stagnante. On casse la croûte dans notre trafic aménagé. Nous voyons nos premières vaches à chair bien françaises dans la lande entre Mâcon et Châlons. Notre dernière étape du 25 décembre 2023 est Tournus. On stationne à la gare, lors de jours ouvrables, cela doit être plus difficile. Nous sommes bien sûr ici pour l'église abbatiale Saint-Philibert, il s'agit de l'un des plus grands monuments romans de France. Nous entrons par le cloître. Le côté est avec la salle capitulaire est tronqué. Il ne reste entier que le côté nord qui est accolé à l'église. La crypte est une église à part entière. Le début des constructions n'est pas très bien daté, certaines pierres ici datent au moins du 8e siècle. Les colonnes sont filigranes comparées aux colonnes de l'église principale plus haut. Ces deux photos ne montrent que les bas-côtés et non la nef principale. Les colonnes sont presque écrasantes. Le sol du déambulatoire est recouvert d'une splendide mosaïque de la fin du XIIe siècle. Elle représente les signes du zodiaque et les mois de l'année, symbolisés dans des médaillons circulaires. Du 25 au 29 décembre 2023, nous logeons dans une maison de village à Remigny. La météo est plus hivernale. On profite donc de la location pour nous réchauffer, même si le poêle à pellets n'est pas placé au bon endroit pour chauffer le salon. On cuisine en tout cas autrement que dans le camion aménagé. Nous sommes le 26 décembre 2023 à Cluny.
On regarde d'abord l'abbaye en ruine du haut de la tour des fromages. Initialement un grenier avec des réserves de fèves, elle prend le nom de tour des fromages quand on l'utilise pour l'affinage de ces derniers. Le clocher du transept droit est en gros tout ce qui reste de l'église. L'église Notre-Dame de Cluny se trouve juste sous la tour des fromages. Sa construction débute au XIIe siècle. Nous voilà dans la partie centrale de la nef de l'ancienne église abbatiale. On voit les bases des grandes colonnes. Ici, nous sommes sous le dôme du transept de droite. Le déclin de l'abbaye débute déjà au XIIe siècle par mauvaise gestion des biens. La véritable destruction commence cependant vers 1800. Il ne reste plus, de nos jours, que 8% de l'édifice initial. La juxtaposition des restes de la massive église abbatiale et de son modèle montre l'ampleur de l'immeuble perdu. Radicalement nouveau, inspiré de l'architecture romaine classique. Une véritable renaissance. 3 siècles avant la grande renaissance italienne. Mais son inspiration la plus personnelle, son empreinte, ce sera cette lumière. La nef, avec ses 5 vaisseaux, apparaît dans une forêt de piliers. Surprenant squelette de pierre aux chapiteaux ornés. Le décor évoque un monde de beauté. Le raffinement investit les moindres détails. La chapelle Jean de Bourbon est restée en assez bon état. Le décor et les statues sur leur socle manquent. Les socles montrent des prophètes dont chaque tête est orientée vers un autre socle et ce dans un désordre parfait. Des traces de polychromie sont encore visibles sur certaines sculptures. Sur le site sont installés des grands écrans tournables qui affichent le lieu tel qu'il devait être avant la destruction. Le farinier et les immeubles de l'abbaye proprement dite sont encore en grande partie debout. La Bourgogne dispose de trésors cachés comme Osnay avec son château du XVe siècle et de son église du XIIe siècle. Nous arrivons ici lors du coucher du soleil. À 16 h il éclaire tout juste encore ces bâtiments. Le clocher carré est placé sur la croisée du transept, il présente sur les 4 faces des baies géminées. Le château d'Osnay présente une tour ronde et 2 tours carrées. Un colombier carré se dresse dans le pré. Le 27 décembre 2023 est brumeux. À Beaune, ce brouillard est dense au point d'embaumer la cour des hospices de style gothique flamboyant. Passons donc à l'intérieur. Nous nous dirigeons vers la salle des pauvres, l'hôpital proprement dit. Il fonctionnait tel quel du XVe siècle jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il a été réactivé à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour soigner des soldats américains lors de la libération de la France. La salle est occupée par 2 rangées de lits à rideaux bordant les murs sud et nord. 2 patients pouvaient se coucher sur chaque lit. La charpente monumentale apparente est peinte, elle est en forme de toit en carène de bateau renversé. Derrière chaque lit, un coffre permettait de ranger les vêtements des malades. Un couloir comportant une banquette équipée de chaises d'aisance court le long du mur derrière les rideaux. Dès le début, l'établissement est indépendant de tout ordre religieux. L'habit des soignantes est purement fonctionnel. Il ne faut pas croire que nous avions une visite privée aux hospices. Nous sommes simplement revenus dans la grande salle juste avant la fermeture de midi. Après une journée de pluie le 28 décembre 2023, on ressort le 29 décembre et le ciel se dégage quand nous accédons au cirque du bout du monde. C'est une vallée encaissée et en fait ce sont des courtes gorges. Cela n'est pas un cirque glaciaire. Le fond de vallée est composé de spectaculaires versants rocheux taillés par la Causane dans le calcaire. Le petit torrent forme tout au fond une cascade de près de 40 mètres de haut. Le débit est faible, même après une journée de pluie. Ce n'est pas ce ruisseau qui a pu former cette vallée. L'eau et le gel élargissent les versants sous la cascade et on peut en faire le tour sans trop se mouiller quand le débit n'est pas plus fort que dans cette vidéo. La cascade tombe sous forme de rideaux brumeux, mais ce sont quand même des grosses gouttes qui tombent. On préfère ne pas prendre de douche avec les températures hivernales de cette fin de décembre. André essaie quand même d'approcher la cascade par devant à 2 reprises. Notre GoPro a l'écran brisé, elle n'est donc plus tout à fait étanche et il faut faire attention de ne pas trop la tremper.
Voilà le deuxième essai. C'est vraiment très écrasant quand on est positionné juste au-dessous de la cascade. Bon, là, ça mouille vraiment. Nous explorons un peu les falaises de la vallée refermée. Le sol argileux est très glissant et nous ne sommes pas vraiment équipés pour nous rouler dans la boue. Les roches sont formées de calcaire bajocien. C'est un étage du Jurassique moyen d'un âge compris entre 171 et 168 millions d'années. Nous revenons donc au parking. La journée du 29 décembre reste couverte et il pleut par intermittence. On visite donc le château de Vougeot. Il a été construit entre le XIIe et le XVIe siècle pour être aujourd'hui de style cistercien et Renaissance. Depuis son acquisition par la confrérie des Chevaliers du Tastevin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le château du Clos de Vougeot est devenu un lieu important de promotion des vins de Bourgogne et de la gastronomie bourguignonne. On y produit plus actuellement du vin bien que le château soit entouré de vignes. Le vin est cependant vendu sous le nom de Vougeot, Côte de Nuit, appellation village. Le 30 décembre 2023, nous allons voir la crypte carolingienne de Flavigny-sur-Ozerain. C'est tout ce qui reste de l'abbaye Saint-Pierre fondée en 719. L'édifice est dans un état déplorable au XVIIe siècle. En 1791, l'abbaye est vendue comme bien national et occupée par des fabriques d'anis. L'abbatiale et une partie du chevet sont détruites au début du XIXe siècle. De nos jours, on peut déambuler gratuitement dans le niveau 2 de la crypte. Le niveau 1 est comblé. À l'est, on arrive dans une chapelle hexagonale avec des colonnes monolithes, taillées dans un seul bloc de pierre à plan trilobé. Les chapiteaux carolingiens ont été abîmés. Celui avec une figure humaine est un remploi. Cette dernière vue va du chœur, par le côté sud-au-narthex de l'ancienne église abbatiale. Le 30 décembre 2023, la météo va en s'améliorant. Nous devons un peu attendre la réouverture de l'abbaye de Fontenay à 14 h, mais c'est alors avec un ciel presque bleu. On va d'abord voir les forges. C'est l'une des plus anciennes usines d'Europe. Le code cistercien obligeait les moines à subvenir à tous leurs besoins. En Bourgogne et en Champagne existent des gisements de fer que les cisterciens trouvent dès le XIIe siècle directement sous les forêts dont ils avaient reçu le droit d'usage. La forge est un peu à l'écart car le danger du feu est toujours présent. C'est un bâtiment énorme avec 4 salles. La forge est placée près du ruisseau de Fontenay qui alimentait le marteau hydraulique et probablement la soufflerie pour chauffer les brasiers. Le bâtiment mesure 53 mètres de long sur 13 mètres 50, sur voûte d'ogive reposant sur des colonnes centrales. L'énorme superficie du site métallurgique laisse penser que la production était intense autour du XIIIe siècle et que les moines commercialisaient en grande partie leur production. L'immeuble est donc traditionnellement interprété comme une forge où l'on travaillait le minerai provenant de la colline au-dessus du monastère. Il n'existe cependant aucune évidence écrite, architecturale ou archéologique pour appuyer cette interprétation. Des comparaisons architecturales suggèrent plutôt une interprétation comme bâtiment de brassage ou de cuisson, surtout à cause de la hauteur des salles. Nous nous approchons du site central par la salle capitulaire qui est traditionnellement en bordure du cloître. Cette salle était initialement carrée.
Une cloison abattue la séparait du parloir. On peut différencier ces deux parties grâce aux colonnes aux décors différents. Sortons donc vers le cloître. Il mesure 36 mètres sur 38, il est donc quasiment carré et conserve une grande unité. Il date comme l'église de la première moitié du XIIe siècle. L'église abbatiale a été construite de 1127 à 1150 selon des proportions qui lui donnent le titre d'église type de l'architecture cistercienne. Elle mesure 66 mètres de long. Le discret décor respecte la sobriété cistercienne. Malgré la protection royale, l'abbaye est pillée à plusieurs reprises pendant les guerres qui ravagent la Bourgogne et au XVIIIe siècle, elle n'est que l'ombre de son glorieux passé. Il n'y a quasiment plus de moines à la Révolution. Elle est alors vendue pour devenir une papeterie. L'abbaye passe ensuite dans la propriété de la famille Montgolfier, oui, celle des inventeurs de la montgolfière. Depuis 1906, elle appartient à la famille Hénard qui se réserve une propriété au centre mais qui permet aussi la visite de la majeure partie du site. Il ne reste absolument rien du mobilier de l'église. Le pavage du chœur carré est fait de céramique, qui recouvrait auparavant l'ensemble du sol de l'édifice. Le retable du maître-autel est long de 2,5 mètres. Il se compose de 3 fragments principaux, dont la réunion donne encore une idée de ce que devait être cette sculpture, alors qu'elle était dans son intégrité. Ce retable a subi de graves mutilations, ayant été utilisé comme dallage, la face sculptée noyée dans un sol particulièrement humide. Près du chœur se trouvent les gisants du chevalier Mélo des Poisses et de son épouse. Ils vivaient au XIIIe siècle. Les bas-côtés sont longs de 19 mètres. Le voûtement des bas-côtés forme des contreforts très suffisants. Ce mode de construction ne permettait pas l'ouverture de fenêtres dans la nef. On a dû se contenter de percer les murs latéraux de baies en plein cintre éclairant les bas-côtés. Un escalier de pierre de 24 marches permettait aux religieux de descendre du dortoir à l'église dès que la cloche avait sonné matine. Les jardins sont un peu trop propres pour ces ruines. Nous quittons le lieu avec une vue sur le chevet de l'église à droite. Nous venons dans la ville de Tonnerre principalement pour la fosse d'Yonne. C'est une source karstique dite vauclusienne en plein milieu du centre-ville. Son débit est assez important avec 300 litres par seconde. Sa présence est à l'origine de la création de la ville. Un lavoir circulaire a été aménagé autour de la source. Le bassin de 14 mètres de diamètre est édifié dès 1758. Les lavandières sont protégées des intempéries par un toit en forme de rotonde. Pour éviter toute pollution, un muret sépare la source du bassin circulaire utilisé pour le lavage. Des foyers situés sur le pourtour du lavoir permettent de produire la cendre utilisée pour le nettoyage. Nous sommes fascinés par la couleur du bassin, même par cette journée grise de décembre. On cherche plusieurs points de vue sur la source aménagée. Le débit de 300 litres par seconde est une moyenne annuelle, ici c'est sûrement plus. Nous trouvons une place pour pique-niquer près de la cascade sur l'Armanon au nord-est de la ville de Tonnerre. Non loin se trouve la première écluse de Tonnerre sur le canal de Bourgogne.
Nous finissons la journée du 31 décembre 2023 avec la visite de l'église abbatiale de Pontigny. L'entrée est ce jour gratuite, mais on n'a accès qu'à l'église. C'est un autre ancien monastère du XIIe siècle de l'ordre cistercien, le style est similaire, mais l'église semble mieux conservée et des travaux semblent en cours. Contrairement à Fontenay, Pontigny avait une prospérité assez constante et aucun déclin de moines jusqu'à la Révolution. L'église est restée propriété de la commune, mais la plupart des autres bâtiments dont le cloître ont été rasés. Peut-être n'y a-t-il que l'église à voir lors d'une visite ? Les stalles, placées au centre de la nef pour une logique de proximité avec le chœur et l'autel, obstruent largement l'impression de grandeur de la nef. Ces stalles baroques ne sont sûrement pas d'origine. Les grilles entre la nef et les bas-côtés ainsi qu'entre le chœur et le déambulatoire forment des barrières semblables à interdire toute perception de grandeur. On a ce sentiment uniquement en regardant en haut. Les multiples chapelles du déambulatoire sont complètement vides. Ici la chasse et l'hôtel de Saint-Edme datant de 1749 vue du déambulatoire. L'escalier menant au reliquaire a été supprimé en 1957. Les voûtes sur croisées d'ogives du déambulatoire et de la nef nous impressionnent le plus. Ces congés continuent dans... Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.